j'ai perdu les piliers de ta vie. Les piliers de ma vie, voilà, ma fondation. Tu vois, c'est mon père et ma mère, ils m'ont tout donné. Mon mari a achevé. Donc, c'est comme si j'étais perdue. C'est comme si, là, ça me va, voilà cette partie que je n'aime pas toucher. Quand je parle de ma mère, je ne passe pas sans ces émotions, je n'arrive pas à passer ça. Première question avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemblait ton enfance? Merci. Moi, c'est Taïbou Diallo, Madame Lee. Mon enfance, il ressemblait à quoi? C'est une enfance plutôt comme tout un chacun, je dirais. J'ai eu mes parents qui ont tout fait pour mon éducation. J'ai des frères et sœurs. Je dirais que j'ai eu une enfance plutôt heureuse parce que j'étais élevée dans un environnement sympathique, d'accord, dans un environnement de joie. Je me souviens beaucoup plus des taquineries avec les parents, les frères et sœurs, les montages qu'on faisait entre frères et sœurs pour mélanger les parents. Voilà, et comment faire certaines coups pour se dérober, surtout pendant le Ramadan, tu sais, c'est ma partie favorite, je dirais. Le papa, il aimait aller avec nous à la mosquée. Il s'arrêtait et mettait tout le monde comme sur une ligne. Et parfois, il y a des émissions, nous ne voulons pas rater et tout. La mosquée, c'est devant notre maison, en fait, c'est pas loin. Et donc, c'était où? C'était à Conakry? C'était à Conakry, à Demoudoula. D'accord. Donc, on le suivait, il attendait que les filles partent du côté des femmes et puis il partait avec nos frères et sœurs, mes frères de l'autre côté. Donc, et avant qu'ils nous appellent, on a déjà monté qui devait monter la garde ce jour. Dès qu'on rentrait à la mosquée, on ressortait vif. On venait suivre notre émission. À la fin, le ça fait 8 là. Et on dit, hey, ça fait 8 là, celui du guet. Donc, on sort, on courait, on partait, on faisait le ça fait 8 avec eux. Et puis, on attendait le papa pour revenir avec lui à la maison. Donc, voilà, c'est des anecdotes. Une autre partie qui me revient souvent et qui me manque d'ailleurs beaucoup, 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 c'est après la prière de Maghrib, sur les graviers là, on restait là-bas et ils nous faisaient des contes. Parfois, ils nous demandaient... Talio, merci, Talio, exactement. Donc, on se faisait ça, ils nous faisaient rigoler, ils racontaient des histoires, ils nous laissaient aussi raconter les nôtres. Tu vois, donc je me dis que c'était... j'ai une enfance heureuse. Une enfance heureuse, je veux dire. Et quels étaient les rêves qui t'animaient à cette époque? Je voulais être présidente de la République. Waouh! À ce point? Oui. Je voyais les choses... je voyais les choses différemment sur beaucoup... J'avais des idées, disons, partagées avec beaucoup de personnes. Je voyais beaucoup d'injustices autour de moi. C'est depuis au bas âge, en fait, je pense que j'ai un peu le caractère de mon père. J'ai pris un peu de chacun d'entre eux, mais j'ai beaucoup plus de mon père. Parce que nous détestons l'injustice. Mais souvent quand on est contre l'injustice, on se dit, je vais être avocate, je vais défendre ceux qui sont victimes de tout ce qui se passe dans la société. Mais de là à devenir présidente? Comment je vois les choses? J'ai toujours voulu aller du haut pour pouvoir changer. Je me dis, pour changer la donne, il fallait être le chef. Ça, je pense que je le tiens. C'est du fait, mon père a régné en famille. Et s'il faut changer la chose, s'il faut prendre des décisions, le dernier mot lui revenait. Donc, je me disais, la meilleure manière de changer la donne, c'est d'être au top. Comme Kamala Harris,
plutôt que d'être avocate, il faut être procureur et Voilà. se retrouver au niveau des prises, là où on prend des décisions. Là, on prend des décisions. Donc, il fallait travailler pour y arriver là. Je ne dis pas que c'est raté ou je ne sais pas, mais l'avenir nous le dira. D'accord. Et récemment, on s'est rencontrés dans le Maryland à l'événement d'une sœur, Hawa Bari, la nuit de l'excellence guinéenne, et tu étais récipiendaire d'un prix. Est-ce que tu peux nous parler de ce prix, ce que ça représente pour toi? Être choisi parmi toute cette diaspora, tant d'autres, une Guinéenne qui œuvre dans le but de faire très bien les choses, mais de manière excellente. J'étais très honorée. La première des choses, quand j'ai reçu la lettre, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai fait un doigt pour mes parents. Parce que ce n'est pas donné à tout un chacun de faire certaines choses, même si tu le veux. L'éducation, c'est la base de toute fondation. Je pense qu'ils ont fait fort. J'aurais aimé qu'ils soient là aujourd'hui. Heureusement, j'ai eu la chance quand même de leur prouver de temps à autre. Oui, ils ont fait du bon boulot. Tu vois. Donc, tu nous parlais de ta joie quand tu as reçu la lettre. Oui. Donc, cela m'est allé droit au cœur. J'ai appelé le président Wandera ici. Je dis, hey, écoute, regarde, je viens de t'amener quelque chose. Je pense que je suis sélectionnée. Il me dit, hey, tu le mérites. Donc, en fait, au fond de moi, ça a été quelque chose que j'ai apprécié, que sincèrement, je ne peux même pas exprimer au fond de moi jusqu'où ce prix m'est allé. Parce que ce que je fais, cela ne m'est jamais traversé la tête. Par exemple, quand Hawa m'a demandé quelques photos pour un peu matérialiser ce que je fais, je dis, moi je travaille dans l'anonymat, quoi. Je n'aime pas les publicités. Donc je n'ai pas de photos. Mais j'avais une habitude, tout ce que je fais, j'amenais à mon mari, je discutais, on partageait les choses. Donc, c'est grâce à cela que j'ai eu des traces. Sinon, je n'avais pas de traces. Si je ne partageais pas les choses avec mon époux, paix à son âme, je pense que je n'aurais pas eu de traces. Donc, ce que je fais le plus souvent, c'est de l'anonymat et puis c'est quelque chose que tu ne peux pas présenter à quelqu'un, en fait. Et c'est la relation humaine, être là pour les gens dans un cercle vraiment très restreint, tu vois, non seulement pour conserver leur dignité, pour conserver, comme on le dit en pulaar, walla surra. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là. Pourquoi tu tiens tant à ce qu'il n'y ait pas assez de publicité par rapport à toutes les bonnes œuvres que tu es en train de faire, d'accomplir? D'abord, je dirais c'est parce que c'est comme ça que je suis. Je suis très discrète dans ce que je fais. Deuxièmement, je dirais peut-être je suis influencée par la religion parce que on dit tuma itata sadaka jungo jongongo ngengoya doaka andude, you know. So peut-être c'est dans ce sens-là, mais moi-même en personne, en fait, quand je fais les choses, c'est ça réfléchi. Je le fais, je passe. Je n'ai pas besoin de publicité. La seule chose dont j'ai besoin, que le bon Dieu le reconnaisse. D'accord. Oui. Et ce qui t'a valu ce prix, c'est bien ton implication dans la vie de la communauté ici à Atlanta. Moi, j'ai demandé après toi, on me dit, si tu ne connais pas Taibou, c'est que tu n'es pas... d'Atlanta. Tu n'es pas d'Atlanta, d'accord. Heureusement que je suis à table avec toi aujourd'hui et puis on est en train d'échanger. Oui. Alors, nous sommes dans un pays où chacun veut travailler 45 heures. On n'a quasiment pas de temps. On est occupé entre le boulot, ses factures et puis la vie de famille. Oui. Comment tu t'organises pour trouver du temps que tu vas consacrer à la communauté? C'est une bonne question. C'est une question que je me pose aussi sincèrement parce que il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que na gina golirta une petite organisation. Je me demande comment j'y arrive, mais j'y arrive par la grâce de Dieu. Et j'essaie, comme mes parents ont essayé, ils ont réussi sur moi, j'essaie le même pari avec mes enfants.
mettre des bases où je peux avoir le contrôle sur l'éducation de mes enfants sur des timings très serrés, je veux dire. Et je me dis, les États-Unis, voilà un monde entier où tu peux tout avoir, où tu peux tout perdre. Parce que la vie, c'est du 24/7. Oui. Donc, si tu te dis que c'est lorsque tu auras le temps que tu feras quelque chose pour quelqu'un, je me dis que tu ne feras jamais rien. Et j'ai une philosophie un peu plus différente que les autres. Quand je te rends service, je me presse rapidement de te dire merci. Et le plus souvent, on me dit, mais c'est à nous de te dire merci. Non, c'est à moi de vous dire merci parce que vous avez créé le besoin que je puisse avoir et une récompense chez Dieu. Donc, je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour vous. Ce que j'ai eu à faire, c'est moi, Dieu récompense. Donc, c'est à moi de vous remercier. Donc, je me dis que ce n'est pas lorsque je n'ai rien à faire que je vais aller chercher cette bénédiction. Parce que cette vie-là, elle est tellement courte qu'elle passe rapidement, surtout aux États-Unis, où tout est fait du 24/7, tu vois. Donc, je suis prête à lâcher mon boulot, je suis prête à sacrifier quelques heures supplémentaires que je devais passer avec ma famille ou que je devais même dormir pour aller aussi avoir cette partie du gain de l'au-delà. Parce que je ne suis pas sur Terre juste pour vivre ici. Donc, je me rappelle que ma vie ici, elle est éphémère. C'est de l'autre. Il faut que je travaille non seulement pour ici, mais pour de l'autre côté où ça ne finira pas. Donc, moi, ma priorité, c'est l'autre côté, c'est pas ici. Donc, quel que soit le boulot à faire, même si, oui, c'est vrai, il y a les factures qui sont derrière, mais c'est Dieu qui s'en occupe. Il t'a créé, il te donnera de quoi vivre. Même moi, je ne sais pas comment je vis. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire chaque fin du mois, est-ce que je suis en mesure de faire ça? Tout ce que je sais est que d'ici le 5 du mois, Dieu a prévu, il m'a donné ce qu'il a prévu pour moi, malgré que j'ai arrêté mon travail pour aller faire telle ou telle chose. Donc, je me dis qu'à la fin, la main qui donne reçoit. D'accord. C'est ma philosophie. Merci. Et je suis vraiment marqué par cela. En 2020, tu t'es impliqué de manière profonde, surtout dans la sensibilisation des uns et des autres par rapport au virus maudit, le Covid-19. Qu'est-ce qui t'a amené réellement à prendre la parole et puis à convaincre nos concitoyens ou nos compatriotes qui vivent ici? Parce qu'au départ, beaucoup ne croyaient pas. Et je me rappelle en 2020, il y avait d'ailleurs une petite contradiction entre le gouverneur de l'État de Géorgie et puis la maire d'Atlanta. Comment toi, tu as réussi à faire passer, à véhiculer ce message aux Guinéens pour qu'ils t'entendent réellement et qu'ils prennent au sérieux les mesures préventives de la maladie? Covid a marqué ma vie. À part que Covid a marqué ma vie, Covid a marqué le monde. Donc, il n'y a pas que moi. Ce serait très égoïste de penser qu'à moi, donc on va généraliser la chose. Ce qui se passait, c'était au vu de tout le monde. C'était quelque chose qui était là, qui était grave, qui était sérieux. Et nous, en général, tant qu'on ne met pas la main sur le feu, on ne se rend pas compte que, écoutez, attention, c'est pas ce qui se disent là, c'est vraiment vrai, c'est pas des mensonges. Donc, voyant déjà mourir de gauche à droite, left and right, et puis voyant un pays comme les États-Unis où tu pouvais rencontrer des gens qui avaient des enfants qui te disent, ils sont restés 2 jours, 3 jours, ils n'ont pu boire que de l'eau ou quelques céréales, ils n'ont pas pu avoir même les 2 repas étant aux États-Unis. Oui. C'est flippant, c'est quand même la première puissance mondiale. Ça donne à réfléchir. Et l'esprit est là pour ça. En fait, la tête est là pour ça. Comme a dit un de mes frères à l'université, lorsque j'étais à l'université, j'avais fait une bêtise. Il m'a dit, écoute Taïbou, la tête là, elle ne sert pas à orner les 2 épaules, elle sert à réfléchir. Donc, je pense que cette phrase me suit jusqu'à présent. Ça m'a donné à réfléchir. C'est vrai que j'arrivais à manger, mes enfants arrivaient à manger, mais des gens que je participais à des réunions, je participais à des conférences ou à des appels
individuel que voilà, c'est vraiment, c'est terrible quoi. Les gens n'arrivaient pas, ou même quand tu arrivais à avoir les moyens de sortir, aller dans les stores pour voir ce que tu peux trouver, mais il n'y a rien, les gens se battaient, même sur un papier toilette, il n'y avait absolument rien. C'est que la situation était grave. Il fallait vraiment être conscient de cela. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis assise, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas les moyens pour donner de l'argent à tout un chacun. Je dis, mais j'ai appelé mon mari, je lui en ai discuté. Il dit, tu veux faire quoi? Je dis, je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il me dit, réfléchis, moi, je suis derrière toi. Après, je me dis, écoute, si tu as les moyens, tu peux budgétiser une partie ici, et puis ça, si je donne le ton, peut-être que j'aurai des gens qui suivront. Il m'a amené de l'argent. J'ai acheté quelques nourritures, j'ai donné à certaines personnes. J'ai vu la joie qu'ils ont dégagée. Mais c'est incroyable. Après, j'ai commencé à aller sur Google à voir où on pouvait trouver des aliments qui faisaient ce genre de donation. Je me suis dit, je ne suis pas la seule à penser ainsi. Donc, j'en ai trouvé. Il y avait des églises pas loin de chez moi qui faisaient la même chose. J'ai appelé. Quand j'ai vu des églises listées sur Google qui faisaient ce genre de donation, je me suis dit, mais attends, si l'église le fait, c'est que la mosquée aussi doit le faire. J'ai appelé la femme de l'imam, je lui ai dit, oui, il y a des gens qui amènent, si tu es intéressé, tu connais des gens, tu veux venir prendre. Donc voilà, c'est elle qui m'a dit où aller prendre une autorisation, parce qu'en ce moment, tu ne pouvais pas rouler comme tu voulais, une autorisation, le comment circuler. Donc voilà, une chose en a amené une autre. J'ai pu rassembler beaucoup de choses pour distribuer aux gens. J'ai vu que oui, parfois, des personnes même m'appelaient pour me demander est-ce que j'ai quelque chose de disponible. Donc, quand le vaccin est sorti, les gens étaient très, comme tu l'as dit, étaient très divisés. D'autres disaient que c'était fait pour les Noirs, pour tuer les Noirs, des trucs comme ça. Effectivement. Je suis allée, j'ai fait mon vaccin, j'ai expérimenté, je dis, je veux essayer. Je suis allée, j'ai pris mon vaccin. Je n'ai pas eu de fièvre, je ne suis pas tombée malade, il n'y a rien. Je me suis dit, peut-être c'est un cas particulier. J'ai appelé 2 de mes amis, je dis, écoutez, allez prendre le vaccin. J'ai pris mon vaccin, je n'ai rien eu. Allez prendre. Ils ont pris 2, il n'y a eu rien du tout. J'ai appelé 2 autres, sont allés, j'ai pu les convaincre, ils ont pris. Après, j'ai commencé à sensibiliser. J'ai vu que vraiment, c'était pas une bonne information. Et puis, je faisais le tour un peu des centres de vaccination. Je prenais des photos. Tellement, si je venais trouver... au début, il n'y avait d'ailleurs que des blancs. Quand tu partais te vacciner, il n'y avait que des blancs. Donc, je filmais, je déposais ma caméra un peu pour filmer les pieds, parce que ici, tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un sans son consentement, pour montrer aux gens, écoutez, c'est pas pour les Noirs, c'est pas pour nous éliminer. Si c'est ça, pourquoi ces Blancs-là sont là-bas? Allez dans un centre, allez dans certains centres et visitez vous-même. Voyez, écoutez, nous devons changer de mentalité. Et puis ce qui m'étonnait le plus, c'est des gens qui ont étudié, c'est des gens qui ont déjà avancé à l'école, qui prenaient ce genre de réflexion. Je dis, mais dites, je ne vous comprends pas là. On est quand même censé réfléchir différemment. Donc, voilà, heureusement, alhamdoulilah, beaucoup de gens m'écoutent. Beaucoup de gens m'apprécient. Donc, et ils me font confiance. Donc, je remercie le bon Dieu. Et ça a aidé beaucoup. Et le plus souvent, quand je m'exprime avec preuve. Voilà ça. Donc, allez faire vacciner. Et quand c'est arrivé autour des enfants, j'ai pris mes enfants, j'ai filmé, j'ai montré. Écoutez, moi, j'ai fait vacciner mes enfants. Voilà, pour le moment, on observe. Et quelques jours après, je refais des vidéos. Je dis, écoutez, mes enfants se portent bien. Je pense que vous devez le faire. Voilà, donc c'est comme ça un peu je me suis prise. D'accord. 2015, tu arrêtes tout au Sénégal et puis tu viens aux États-Unis. Explique-nous comment ce voyage a été organisé avec ton mari, les enfants, jusqu'à ce que vous débarquiez ici aux États-Unis. C'était de prévu ou bien c'est l'inattendu qui t'a conduit ici? On dit dans ma langue, aduna ko sabu la kara ko sabu. Quand Dieu a prévu de te donner une chose,
il met les bonnes personnes sur ton chemin. C'était pas prévu. On n'a jamais planifié, mon mari et moi, paix à son âme, nous avons jamais planifié de vivre aux États-Unis. Nous avons toujours eu nos visas un peu partout. On partait en vacances où on voulait, on voyageait comme on voulait. Donc, on avait déjà cette indépendance. On n'avait pas d'envie de venir vivre aux États-Unis. C'était, voilà, un soir, il y a... Et surtout sans papier. Et surtout sans papier. Ça, c'était même pas possible, au fait. C'est qu'on est tellement libre dans nos têtes qu'on ne pouvait pas imaginer venir être stocké quelque part et ne pas pouvoir voyager. Et Dieu a fait que je vivais avec quelqu'un qui avait un peu la même vision que moi. Nous avons l'amour de notre famille. Nous avions nos parents. Donc, et il est un des aînés de sa famille. Je suis l'aîné de chez mon père. Donc, on a des responsabilités où nous faisons face. Donc, c'est inadmissible pour nous d'aller... Les aînés deviennent matures très tôt. Très tôt. Surtout les dames. Exactement. Donc, c'était inadmissible d'aller vivre quelque part, être stocké quelque part, sans pouvoir sortir en cas de besoin des parents ou de tes frères et sœurs. C'était pas possible. Ça, c'était... Et puis, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Bon, un jour... un ami à mon grand frère, il est ici à North Carolina, qui m'a appelé, qui m'a parlé de la green card, du loterie, loterie... DV. Le DV, voilà. Donc, il m'a demandé si je savais, je dis non, il m'a amené le link, il m'a demandé de jouer, voilà. J'ai discuté avec mon mari, il dit, mi wurgol américain. Le talent, quoi. Mais bon, les enfants vont faire de bonnes universités. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller MIT, Harvard, des trucs comme ça. Donc, peut-être que nos enfants iront. Si on ne sait jamais. Tu vois, non? Après, on va réfléchir. Il a rappelé encore. Je dis, hé, Kotomadouri, insistez, quoi. Il dit, d'accord, pour le respect de l'aîné, parce que voilà, c'est notre éducation. Pour le respect de l'aîné, on va quand même faire. Anyway, et il avait fait des recherches dessus. Il dit, on n'est pas aussi sage que ça, on ne peut pas gagner ça sur des millions, mais on va faire comme il a demandé, il insiste, on va faire. Donc, il a fait tous les papiers et tout. Il restait juste soumettre. Et on a oublié, mine de rien, on a oublié. Un jour, le grand frère, il l'a rappelé encore. Il dit, écoutez, vous avez joué au truc que je vous ai demandé. Je dis, je ne sais pas. Attends, j'appelle Tombo. Il dit, ça reste 30 minutes en Afrique. À 30 minutes? À 30 minutes du jeu, de la fin. J'appelle mon mari, il commençait à dormir. Je dis, Kotomadouri a dit ça. Il reste que 30 minutes. Hein. Il ouvre. Il dit, c'est même plus 30 minutes, c'est 15 minutes. Hein. Attends, je vais soumettre. Il a soumis. Heureusement qu'il avait tout préparé. C'était sur son ordinateur. Il a soumis. Il dit, waouh, dis-lui merci. Moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes. Il a soumis. Il s'est recouché. Après, j'ai rappelé le grand frère. Je lui ai dit, à côté, il a soumis. Il dit, d'accord, donc tu m'amènes pour toi. Moi, je vais jouer pour toi ici. Il a joué pour moi. Et mon mari, il a gagné. C'est que j'étais en vacances ici aux États-Unis quand il m'a amené encore l'email pour dire, chérie, tu peux regarder ton email, je t'ai amené quelque chose. Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est pas possible. Après, je montre aux amis, ils crient, hey, welcome to America, welcome to America. J'ai commencé à stresser. Parce que ce moment-là, j'étais restée 6 mois déjà aux États-Unis. Je ne voulais pas de cette vie. Une vie où je suis quelqu'un de très famille. Une vie où tu n'as presque pas de temps à consacrer à ta famille. Le mari et madame, vous vous rencontrez à la porte le matin, l'autre sort, l'autre rentre. Mais attends, je ne comme veux des pas colocataires. Comme des colocataires, je ne veux pas de cette vie. Je veux avoir mon mari, je veux avoir mes enfants autour de moi. Voilà, moi, je suis quelqu'un de vie, quoi. Donc, voilà, je ne veux pas de cette vie. Après, il dit, laisse tomber. Juste, on va dire, alhamdoulilah, on verra. On fera les choses différemment. C'est si tu veux être riche, que tu te tues comme ça. Donc, on verra ce qu'on pourra faire. On va prier. Voilà, on s'est quitté sur ça. Et une année après... on a fait toutes les démarches et voilà, on a eu le visa. Et tellement qu'on ne voulait pas déménager aux États-Unis, on a voyagé le dernier jour à quelques heures de la fin du délai. À quelques heures. Parce qu'on est rentré ici
vers 18h ou 22h. Le temps même d'arriver à la police, c'était déjà 22h. Et à minuit, c'était fini. On aurait perdu. Wow. Même le policier, il a regardé ça, il a demandé, mais vous attendiez quoi? Ma petite fille me dit, c'est des inconscients. Avant, tout ce que tu disais, répondait, c'est des inconscients. Voilà, donc c'est comme ça on s'est retrouvés ici. D'accord. Voilà. Et venir faire les va-et-vient aux États-Unis, venir pour les vacances avec un visa de touriste et rentrer, tu n'as pas la même perspective que quand tu t'installes aux États-Unis et puis tu commences à faire face à la vraie vie. Ouais. Quelles étaient tes premières heures ressemblaient à quoi ici aux États-Unis, ou tes premiers jours, les premiers mois, les premières années? Comment tu as réussi à t'intégrer, à t'adapter? Et toi qui vivais, j'imagine, à Dakar, sûrement dans une vie de bourgeois, et te retrouves ici maintenant. En plein esclavagisme. Comment ça s'est passé, cette adaptation? Dur. Très dur. Mais le changement, c'est ça aussi, il faut accepter. Aujourd'hui, je ne regrette rien. S'il faut refaire les choses, je referai exactement la même chose, je dirais. Seulement, ça a été très, très, très dur parce que je suis arrivée ici, les enfants étaient encore petits. Mon mari ne pouvait pas rester. Il fallait faire des va-et-vient. Il partait, il revenait chaque 3 mois, 4 mois, parfois 6 mois pour juste 2 semaines. Donc, c'était... la première année a été l'année la plus dure, je dirais, de toute mon existence jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais jusqu'ici, c'est l'année 2015, 2016. C'est, voilà, des années que je n'oublierai jamais. Parce que ça a été un bouleversement total. Comment? Mes enfants pleuraient pour rentrer en Afrique. C'était dur. Il fallait aller à l'école, il fallait travailler, il fallait être strict sur les enfants, les amener. En ce moment, c'est les daycare, l'autre l'école. J'étais seule à aller les récupérer. Le mari n'était pas là. Voilà, donc je n'avais que 3 heures de sommeil par jour sur 24 heures. Donc c'était, en fait, j'ai maigri, j'ai souffert. Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. L'intégration, mais au milieu de cette souffrance, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont guidée. Il y a une femme ici, Soussou, qu'on appelle Yoto Kamara. Elle est venue délivrer un colis. Un ami m'avait amené quelque chose, un ordinateur. Et celui qui a délivré l'ordinateur l'a volé. Il a marqué délivré, il est reparti avec. Donc, on a appelé Amazon pour dire, écoutez, il y a ça et ça. Après, ils ont ramené l'ordinateur, ils ont exigé la signature. Et cette femme-là, elle est venue, comme elle a vu Taïbou Diallo, elle a dit, elle doit être de la Guinée. Elle a tapé à ma porte, elle m'a parlé français, mais je l'ai prise dans mes bras. J'étais en manque, c'était une solitude. En fait, quand tu arrives ici, la première chose qui te frappe d'abord, c'est la solitude, parce que tu ne connais nulle part. En fait, c'est un monde différent. Et tu ne parles pas la langue. Donc, elle m'a dit, elle s'est présentée à mon apagaillé, on a mangé là-bas. J'ai pris son temps. On s'est beaucoup familiarisé. Elle me dit, si tu as besoin de boulot, tu m'appelles. C'est comme ça, je l'ai appelée 1 semaine après. Elle me dit, oui, on recrute un truc de delivery là-bas. Elle m'a dit, tu sais conduire? Je dis, oui, tu as une voiture? Je dis, oui, j'ai une même grosse voiture. Après, elle me dit, tu comprends l'anglais? Je dis, quand c'est écrit, oui, je sais lire, mais parler, c'est un peu difficile. Elle dit, comme c'est un peu, il n'y a pas de problème, va faire l'interview. Ah là, ça c'est la plus belle partie de ma vie aux États-Unis. je viens faire l'interview. La dame, elle me dit, Yoto m'avait dit d'abord, si tu n'as pas comme tout ce qu'elle dit, tu souris. Si elle sourit, tu souris. D'accord? Je dis d'accord. Donc, moi je me dis, voilà, c'est exercice facile, quoi. Je vais, la dame, elle me parle, elle m'a demandé mon nom. Ça, j'avais compris. J'ai dit mon nom. Elle a demandé où je loge. Maintenant, elle a demandé pour mon assurance et tout. Je n'ai pas compris. Après, elle a souri. J'ai fait comme ce que l'autre a fait. Elle a continué à parler. Elle parle. Je dis, OK. Yaka, elle a posé une question. Moi, je ne sais pas. Je
dit seulement OK. Elle Elle a compris que je ne comprenais pas exactement ce qu'elle disait. Elle appelle Yoto et dit, ah, mais tu m'as dit ta soeur, elle comprend français. Elle comprend anglais, pardon. Elle dit, oui, donne-lui le téléphone, mets-moi sur haut-parleur. Elle explique à la dame là qu'est-ce qu'elle voulait et tout. Après, la femme là, me dit, tu m'as pas dit que tu comprenais anglais. Je dis, grande soeur, je suis désolée, mais voilà, tu m'as dit, si elle sourit, je souris, donc c'est ce que j'ai fait. C'est une vraie Soso. C'était une vraie Soso. Automatiquement. Automatiquement, elle m'a donné le coup. Je dis, grande soeur, non. Après, elle m'a expliqué maintenant. Maintenant, l'autre parle est traduit, elle est restée au milieu et tout. On m'a donné le boulot. J'ai travaillé, j'ai fait des erreurs. Une fois, on l'a appelée. Elle s'est déplacée, elle est venue m'aider. Deuxième fois, elle s'est déplacée. Le jour-là, en partant, elle m'a dit, écoute-moi, très bien, t'es pas bête. Ce boulot-là, je ne reviendrai plus pour t'aider. Donc, tu le fais correctement. Et je t'interdis de quitter. C'est obligatoire. C'est une vraie Soso, ça. Non, mais je te dis, c'est pas la blague. Hein. Je te dis, elle m'a coaché. Et puis, c'est comme si elle me connaissait toute la vie. Et crois-moi, je n'ai plus fait de bêtises. Ouais. Ça, elle était. Parce qu'elle t'a responsabilisé. Elle m'a responsabilisé. Il ne faudrait plus que tu comptes sur son aide. Voilà, qu'elle a sa propre vie et tout. Donc, voilà, c'était pas méchant. C'était la bonne manière de m'aider. Et c'était bien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et crois-moi, ça a été une très bonne expérience. Et dans la même société, mon premier accident aux États-Unis, ici, c'était en septembre 2015. Okay. J'ai tapé quelqu'un, j'ai eu un choc aussi. Mon manager maintenant m'appelle. Il voulait savoir comment je me sentais. Tebo, are you okay? J'ai dit, no. What happened? I have headache partout. Tu dis, I have a headache partout. I have a headache partout. Le gars, il ne comprenait pas ce que je disais. Il a enregistré, il dit, OK, Taibou, call me if you need the help. Thank you. Il a raccroché. Pour moi, je me suis bien exprimée. Je reviens 2 jours après au boulot. Il avait fait écouter ça. Il y avait beaucoup de Guinéens qui travaillaient là-bas. Il les a fait écouter, les gens là ont rigolé. Oh, quand je suis rentrée, tout le monde a dit j'avais headache partout. C'était la pagaille. Le manager est venu me dire, you have headache partout. Après, il y a un Guinéen qui est venu s'approcher de moi. Il m'a expliqué. Headache qui veut dire mot de tête. Ça veut dire mot de tête. Tu as dit tu as mot de tête partout. C'est ce que tu lui as dit. J'ai dit, c'est ça, j'ai dit. C'est pour cela que les gens se moquent de toi. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Quand tu arrives, d'accord, chacun se bute à ça, à la langue. Mais après, ça s'est amélioré. Donc je suis allée de boulot en boulot. Je suis repartie à l'école. J'ai pris mes certificats et tout. Quand j'ai eu les diplômes, mon mari était en train de trouver les moyens pour revenir, pour un peu soulager les choses pour moi ici, parce que voilà, c'était très dur. Et quand il arrivait d'ailleurs, j'étais très fatiguée, me trouvais très très fatiguée. Je me rappelle un jour, je me suis réveillée, il était assis, il me regardait. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ala dandan hakema, ya fola. Je dis, what? Wow. Il dit, tu n'avais jamais ronflé. Depuis que tu dors, tu ronfles. Ça veut dire que tu es exténué. Ouais. L'Amérique change. L'Amérique change. Il dit, je vois comment la charge que tu as. Je te promets que je vais gérer ça. Il m'a interdit de travailler. Il a tout ce qu'il pouvait annuler pour que je me repose. Il a tout annulé. Parce que je suis du genre, quand mon mari dit c'est ça, et puis voilà, c'est ça. En fait, c'est lui le chef de famille, quoi, tu vois. Donc, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas aller voir tes parents et dire, Modiangali Dundo, Mimi Wati Dunda, tu vois, un peu. Donc, voilà. Et il m'a tout fait arrêter. Il a commencé à être un peu plus fréquent de temps en temps. Parce que lui-même, il avait des occupations. Il avait des occupations qui l'empêchaient parce qu'il fallait qu'il travaille pour nous. Donc, voilà. Donc, il a quand même changé la donne. Ça a soulagé un peu. À partir de la 3e année, ça a commencé à aller. Maintenant, il a commencé à voir comment revenir par là, comment trouver quelque chose. D'accord. Voilà, et voilà une chose. Et tu as ton plan, le plan de Dieu est là. Le Justement. Temps d'arriver
à ce point, c'était fini. Bon, voilà. On va parler du plan de Dieu. Ton mari t'a quitté, c'est une épreuve douloureuse. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. J'ai jamais eu le courage de venir demander à ma mère comment tu passes ces moments après Baba. Comment tu as vécu ça. Et toi, à t'entendre, on sent qu'il y a réellement une complicité entre toi et ton mari. Et comment ça s'est passé? Comment on vit ça, le fait de perdre son mari? On se perd. C'est une perte en soi. C'est une partie de toi qui part. Mais ce qui aide dans ces conditions, c'est la foi. C'est là où tu comprends jusqu'où tu acceptes ta religion, quoi. Tu as la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, il y a de ces choses, quand ça t'arrive, je jure, tu penses à une seule chose, mourir. Partir avec lui. En fait, overnight, your life change. Tu étais en haut, tu te vois par terre. Tomber, ça fait pas mal. C'est rester là où tu es tombé, c'est ce qui fait mal. Ne pas savoir se relever. Ne pas savoir se relever. Je me suis dit, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Moi, ma réaction, quand on m'a dit, quand mon frère m'a annoncé, je suis venu ici, on me dit qu'il est décédé depuis hier à 21h. Ce n'est pas la mort en soi, c'est le comment il est parti. Chose qu'on avait prévue depuis. La Guinée est un pays qui détruit ses cadres. C'est pour cela nous sommes en perpétuelle répétition. La Guinée ne connaît pas la valeur de l'être humain. Donc, je ne dirais pas qu'il n'allait pas mourir ou son temps n'était pas arrivé. Mais la manière dont c'est fait, c'est détruisant en fait. En fait, ce n'est pas la mort qui me fait mal. J'attends ma mort aussi, j'irai. Je sais qu'on se rencontrera un jour. Évidemment. Mais qu'on t'aide à partir ou que de l'incompétence t'aide à partir et derrière ça, il n'y a pas de punition, ça fait mal. Tu vois, ça revient sur mon envie d'être présidente. Tu vois un peu? Parce que je me dis, si c'est moi qui gouverne ou si c'est moi qui décide, c'est des choses aux États-Unis ou en France, des erreurs. C'est une fois dans l'année ou une fois dans chaque 10 ans. Hein, les erreurs médicales, des trucs comme ça, ça peut pas rester. Et il y a des avocats qui bâtissent toute leur carrière autour de ça. Autour de ça. Les erreurs médicales. Voilà. Donc, ma vie après lui, c'est une nouvelle vie. C'est comme si je venais de naître. Dieu ne m'a pas donné le temps de processer la mort de mon mari. Je n'ai pas eu ce temps, sincèrement. Parce que quand on m'a annoncé son décès, je disais tantôt, je n'ai pas pensé comment j'allais vivre. J'ai pensé comment Dieu m'a enlevé en Afrique pour m'amener aux États-Unis, pour nous éloigner, pour que je puisse tenir. Et dire que c'est lui qui a gagné le DV. Et c'est lui qui a gagné le DV. Et c'est par son DV. biais que tu es... Je suis américaine aujourd'hui, par son biais. Et lui, il n'est même plus là. Ouais. Tu vois, le chemin que Dieu a fait pour que je puisse tenir au Allah, fawata dongal tagado mo tagi burgal mo. Tu vois, donc il nous donne la chance de déménager en Afrique où j'étais dans ce que je t'ai dit, venir aux États-Unis ici où même s'il n'est pas là, je peux vivre tout en gardant ma dignité. Et même si ce n'est pas la même vie ou le même train de vie, je peux me sourire. Oui. C'est seulement ici que je pouvais avoir ça. Donc, je me dis, c'est une bénédiction de Dieu. Je comprends ce que tu dis. Tu vois, parce que si tu étais en Afrique, ton niveau de vie peut-être que je me serais même mariée ou mes enfants, ton niveau de vie aurait chuté, tu veux dire. Aurait chuté complètement. Je me dis. Ouais. Donc, du fait de m'enlever là-bas, m'amener ici, je me dis que c'était une manière, c'est une bénédiction. J'ai compris que j'ai la bénédiction du bon Dieu. Tu vois? Midodo, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans depuis qu'il est décédé, mais je vis, mais de sourire. Tu vois?
Et j'arrive à faire beaucoup de choses. Et je n'ai pas, comme tu le dis, jusqu'à présent dans ma tête, je pense qu'il est en voyage. Okay. Ce qui est bizarre. Je pense qu'il est en voyage. Il m'arrive des moments difficiles avec les enfants. Il a laissé quelqu'un de derrière que je peux courir derrière et pleurer. Il m'arrive de beaucoup pleurer. Hein. Mais je prie plus que pleurer. Parce que je trouve du repos, je trouve du réconfort dans les prières. Et ça a été la chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée pendant les 6 premiers mois. Le temps de dire que, OK, qu'est-ce qu'il faut changer? Quel est le chemin à prendre maintenant? Maintenant, je suis toute seule. Mon papa est décédé. Il y a eu 6 mois. Je me dis, what? Attends. Qu'est-ce que... Là, je me suis dit, j'ai fait quelque chose d'anormal. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait au juste d'anormal? Mon père, mon mari d'abord, après mon père, je dis, les hommes de ma vie, tu vois? Et je me suis rendu compte, la place que ceux-là occupaient dans ma vie, c'est que je pensais devenir dingue. Je me suis assise. C'est quand même fort, hein? Tu réussis à expliquer ça non. Avec un petit sourire. Qu'est-ce que tu peux? Au fait, tu ne peux pas changer la donne. Ce qui est fait est fait. J'essaie d'avancer. J'ai toujours pas avancé, mais j'essaie. Après, je me dis, si tu flanches ici, tu es son aîné. Tu te rappelles qu'est-ce qu'il t'a dit en dernier? Il y a un ami, un frère, je considérais celui-là, c'est même pas un ami, c'est un frère. C'est un ami à mon mari, mais qui est un frère, qui reste un père pour mes enfants d'ailleurs. Il me dit, ma chérie, il faut que tu relèves la tête. Il faut que tu te lèves. Ta mère a besoin de toi. Si tu tombes, c'est fini. J'ai dit, chérie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais tu n'as rien fait. C'est Dieu. Dieu est en train de te tester. Et je veux que tu passes ce test. Alors relève-toi. Tu peux le faire. Okay. Après, voilà, je me suis relevée. J'ai essayé. Je me suis dit, je devais être là pour mon père, pour ma mère, mes frères et sœurs. Ne pas me voir triste pouvait aider ma mère à passer le cap du veuvage. Alors tout a commencé là. Je me suis dit, voilà. Je l'appelais souvent. On discutait de l'histoire de veuvage et tout. Et elle a plutôt bien pris parce que dès qu'elle commençait à se lamenter, je dis, néné, on a eu chance. A waddi baba 40 ans et goɗɗum. Andi mimi heɓalɗum min ko 16 ans mais waddi ɓiɓɓe am ɓen no fanni an ɓiɓɓe ma ɓen fof jandi ba modi ma okkitiri juuɓe ma ɓen fof. Moi je n'ai pas eu cette chance, hein. J'ai encore les enfants, ils sont encore petites. Après. Et puis ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est toi qui es passé par le veuvage avant ta mère. Avant ma mère. Ah, c'est ce qui faisait pleurer ma mère. Ouais. C'est ce qui faisait pleurer ma mère. Dès qu'elle me voit commencer, je dis, on te do bugota ko Allah hayre goy. Min ko mi woni paye kunkum ko min inna awa ono heno don taw après mimi heno kono mimi heni si onon heni do mi yalti henagol tun onon naatu do attention nene mo idéal donc voilà. Ça, et ton parcours professionnel, tu es informaticienne? Je suis informaticienne non pratiquante, je veux dire. J'ai travaillé dans mon domaine un peu. J'étais pas heureuse. Et pourquoi? C'est quoi ton domaine? Dans la sécurité. D'accord. J'étais pas heureuse parce que je me disais, c'est comme si j'étais enfermée. Moi, dans un bureau, c'est pas moi en fait. J'aime sortir, j'aime être en contact avec les gens. J'ai laissé tomber, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je fais beaucoup de choses et ça me réussit. Je me dis, voilà. Moi, dans un bureau, c'est pas moi. Je pense que
la présidente la présidence que je cherchais là, je pense qu'elle attendra encore un peu, quoi. Tu vois, donc, je suis quelqu'un de très libre dans ma tête, très indépendante. Donc, je préfère aller libre que d'être enfermée. Aller au contact des gens. Être au contact des gens. Donc, voilà, je me suis lancée dans le leadership et le volontariat. Voilà. Je fais beaucoup de choses. J'aide beaucoup de choses. D'accord. Je voulais te poser cette question. Quelles étaient tes sources de motivation? Je sais que ton père, ton mari et ta famille en général jouent un rôle primordial dans ta vie. Dans ma vie, oui. Mais aussi, il y a Dieu, il y a la religion. Parce que après 40 minutes de discussion, je crois que ce sont les 2 points les 2 points que moi je retiens essentiellement, la famille et Dieu. Ouais. D'où partent les racines de ces 2 grandes valeurs, la religion et la famille? Ma mère. C'était une femme formidable. C'était une femme qui avait le temps de tout le monde. Si on doit poser la question, comment joindre famille, boulot, quartier, c'est à ma mère qu'on doit poser. Affaires sociales. C'est à ma mère qu'on doit poser cette question. Voilà, c'était une bonne mère. Tout le monde dira que sa mère, c'était une bonne mère. Ma mère est la meilleure. Hein? Oui. Tout un chacun le dit. Mais laisse-moi te dire que Adja Djenabo était une bonne personne. Elle était juste extraordinaire. Et jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à passer le deuil jusqu'à présent. Ce qui m'a plus marqué au décès de ma mère, parce qu'après le papa, une année après, maman aussi est partie. Donc, ma source de motivation, c'est ma mère. Ma mère a vécu une vie plus ou moins difficile. C'est entre 2020 et 2021? 2021, oui. J'ai perdu les piliers de ta vie. Les piliers de ma vie, voilà, ma fondation. Tu vois, c'est mon père et ma mère, ils m'ont tout donné. Mon mari a achevé. Donc, c'est comme si j'étais perdue. C'est comme si, là, ça me va. Voilà cette partie que je n'aime pas toucher. Quand je parle de ma mère, je ne passe pas sans ces émotions. Je n'arrive pas à passer ça. Parce que à chaque fois que j'ai quelque chose de dur dans ma vie, je me dis que je n'ai toujours pas atteint le niveau de ma mère. C'est que je dois, comme elle le disait, tu dois toujours faire mieux que moi. Donc, ça m'aidait à banaliser mes problèmes. Ça m'aidait à avancer sans beaucoup de douleur. Tu vois? Je me dis, elle a eu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, mais elle est toujours restée cette femme forte, souriante. Et elle était une vraie combattante. C'était un allié qu'il fallait avoir dans la vie pour réussir. Ma mère, c'était... En fait, je ne sais pas si je serais comme elle. Je ne sais même pas si j'arriverais à faire la moitié de ce qu'elle a eu à faire dans sa vie. Non. D'accord. Elle n'avait pas d'ennemis. Elle n'avait pas d'ennemis. Ma mère, elle n'avait pas d'ennemis. Elle était là pour tout le monde. Donc, ma motivation, ma première, c'était elle. Tout ce que je faisais comme conseil ou comment je faisais les choses, je le demandais à mon père. Et je demandais la permission à mon mari. Et voilà comment je suis ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder, avec toutes ces valeurs que tu as évoquées, maman, papa, mari, religion, comment tu t'organises pour transmettre ça à tes 2 jeunes filles? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a 3 choses qui ne sont pas négociables dans ma maison. Ça, c'est non négociable. Si les filles arrivent tout de suite, tu dis, Rama Binda, qu'est-ce qui n'est pas négociable dans la maison? C'est 3 choses. Ta lecture de Coran, tes prières et ton école. Voilà 3 choses. Mi yafotako, mi watirta jango. Si tout de suite, tu peux faire toutes les autres bêtises, on peut s'asseoir, on discute, tu demandes pardon et puis ça passe. Mais si tu
si tu manques à ton classe de Coran, il y a la récompense derrière. Si tu ne pries pas, il y a aussi ta récompense. Si tu me ramènes, je ne veux même pas de B. Si tu prends les résultats de mes enfants, elles n'ont pas de B. Elles n'ont que de A. La première m'a testé. Elle m'a vu. En fait, ça, il faut juste être... Comment tu punis? Madame la Présidente. C'est pas tout ce qui se dit en public, mais les enfants d'ici, ils aiment les appareils, la technologie, plus que le propre parent. Quand ma fille a essayé de me doubler par rapport à ses classes de Coran, j'ai prévenu. Moi, je ne punis pas sans prévenir. Je te dis, si tu ne fais pas ça, voilà ce que je ferai. Elle a testé. Je dis, Rama, parce que c'est que tu vas oublier, tu vas regretter le pourquoi tu es né. Elle a essayé. J'ai pris son téléphone, elle était arrêtée. Quand j'ai jeté ça au mur, pendant une année, le problème était résolu. Sa sœur a pris l'exemple là-bas. Ouais. Après... Parce que sans téléphone, aujourd'hui, elles sont perdues. Elles sont perdues. Après, elle a refait autre chose. J'ai les caméras au truc. Quand tu viens, c'est devant la caméra, il faut prier. À chaque prière, quand je m'arrête à prier, la première chose que je regarde, c'est ma caméra à partir de mon téléphone, parce qu'il fallait que je me substitue une femme au foyer, une femme... Que tu sois omniprésente et à la maison et au boulot. Voilà, donc je regarde, je sors l'application, je regarde, papa, ok. Je reviens, je trouve ma fille, elle était devant la télé. On a un truc qui sonne là, comme chez nous, là, dans les mosquées, Allah, au l'heure de la prière. Quand ça résonne ici, quand ça sonne, quand elle a giflé l'appareil, pète. Je vois ça dans la caméra. J'arrête de travailler. C'est pour cela, en fait, j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un. C'est surtout à cause de mes enfants. En fait, je peux réagir à n'importe quel moment. C'est que tu fais la chose, c'est du tic au tac aux règles. C'est pas demain, c'est du tic au tac. C'est pas négociable. Les trois choses, c'est pas négociable. J'ai débarqué. En ce moment, j'étais à Marietta, de l'autre côté. C'est au milieu de tout. Partout. Quand on est là, 15-20 minutes est arrivé. Je suis venue. La même action qu'elle a fait là, c'est la même action que j'ai répétée. Moi aussi. Le jour-là, j'ai coupé l'Internet. Maintenant, il a fallu que je me réorganise. Au moment de leur classe pour le Coran, parce que c'est online, je dois revenir pour utiliser l'Internet de mon téléphone. Oh. Pour faire leur classe. Et maintenant, ça m'empêchait de travailler. J'ai un ami qui m'a dit, non, Taïbou, achète le truc de Google. Tu peux déconnecter l'Internet. Le temps, tu peux l'allumer le temps que tu veux. Après, tu déconnectes. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a changé ma vie. D'accord. Donc, c'est la rigueur. Je fais comme mes parents n'ont pas joué avec mon éducation. Je transmets exactement la même chose. Il y a une femme qui m'a dit un jour, Madame, je suis désolée. Je ne connais qu'une seule éducation. Comment on m'a éduquée? Point. Le cadre peut changer, mais les valeurs resteront les mêmes. Les mêmes. Donc, et ici, dès qu'elles trouvent, dès que tu leur montres la rigueur, mais c'est cette même rigueur que tous les enfants ont à l'école. Ici, ils savent respecter la loi. Tu mets juste la loi devant. Je te mets une parenthèse par rapport à ça d'ailleurs. Ma fille, toujours là, c'est elle. Moi, mon problème, c'est mon aînée. Elle m'a créé des situations où les trucs comme on appelle là, social workers là, ont intervenu. Elle est allée parce qu'elle en avait marre un peu de l'éducation stricte que j'avais. Souvent, elle dit, je ne sais pas pourquoi tes parents ne t'ont pas mis dans l'armée. Toi, tu devais être dans l'armée. Je dis, ça, c'est trop tard. On va
mettre l'armée ici maintenant. Elle ne va pas comprendre aujourd'hui, elle va comprendre après. Elle a commencé à comprendre, je pense. Elle est allée à l'école, elle a dormi avec sa ceinture, on l'a vu ça, elle a dit non, c'est sa mère qui lui a fait ça. On m'a amené à 22h, les social workers. La dame là, elle est venue à 22h chez moi pour taper. Elle a parlé. En ce moment, je ne comprenais même pas bien l'anglais encore, je venais d'arriver. Après, elle me dit, il y a un enfant qu'on abuse ici, qu'on appelle Ramatoula, je l'ai appelé. J'ai dit, déshabille-toi. On a vu même sa chambre, elle avait son lit, sa soeur. Elle dit, mais comment il est abusé? Je dis, on dit que je la frappe, comment je la punis? Je dis, je lui mets un genou, ici, regarde qu'est-ce qui est écrit. Là, j'avais un coin là-bas, c'est écrit ici, zone de punition. Je dis, tu peux traduire ça c'est français, traduis ça en anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Elle a traduit, je dis, oui, c'est ici. Et c'est effectivement comme ça ils font à l'école ici. Voilà, je dis, Rama, montre-la comment tu fais. Il dit, mais combien de temps? Il dit, elle peut rester 2 heures là-bas. J'ai dit, 2 heures, je dis oui. Ça dépend du niveau de la bêtise. Donc, quand elle a fait ça, je dis, il n'y a aucun problème. Les vacances là, j'ai anticipé ces vacances. On est rentré en Afrique. On a réglé ça en africaine. Pour résumer la chose. Sans social worker. Sans social worker. On est rentré, je te dis, même son père, il était dépassé. C'est que il a voulu même divorcer tellement que je suis allée loin. Mais depuis, après, c'est revenu, je pense, la plus grosse bêtise qu'elle a eu à faire il y a 2 ans. Et ça, je sais, c'est par rapport parce qu'elle a perdu son père. Et j'ai beaucoup voyagé entre le décès de son père, après mon père, après la maladie de ma mère. Je suis repartie au pays, je suis revenue. Ma mère est décédée. Donc, tu vois, après, on sortait de Covid aussi. Voilà, on sortait de Covid. Il y avait tout ça. Donc, je n'avais pas eu beaucoup de temps à leur consacrer. Et j'avais oublié que la même douleur que j'avais, elles avaient même plus. Parce que moi, je pouvais faire la différence des choses. Mais elles se disaient le pourquoi. C'est leur père qui partait et le comment. Tu vois? Donc, je n'avais pas eu le temps de processer ça. Tu sais, nous, on n'a pas cette éducation, pareil, voir les thérapies, faire des choses. Et après, quelqu'un m'a dit, les enfants là doivent aller aux thérapies. Hein. Tu dois prendre des séances de thérapie. Chose qui a aidé, moi, je me disais juste, avec la prière, ça devrait aller parce que dès qu'elle commençait, je dis, priez, allez, parlez à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous entendre et faire ce que vous voulez. Priez. Mais à côté de ça, tu peux aussi te soigner. Yeah. Non, c'est des enfants, ils peuvent ne pas être concentrés pendant la prière. Donc, ils ont besoin de quelqu'un à qui ils peuvent parler. Et s'il y a l'activité de la prière aussi, les deux combinés, ça peut aider. Voilà tout. C'est ce qui m'a aidé à m'en sortir. Et ça, cette thérapeute m'a vraiment montré l'importance de son boulot. Et je pense que c'est une occasion d'ailleurs de dire à nos compatriotes, de dire aux gens, écoutez, les chocs de la vie, ça arrive, c'est créé comme ça, c'est fait. Mais prenez le temps de discuter. Prenez le temps, trouvez un spécialiste et discutez avec. La dépression existe chez nous, mais on croit que c'est signe de faiblesse. Voilà, et c'est vraiment pas de la faiblesse. Et crois-moi, moi je suis la preuve vivante, parce que crois-moi, les gens me voient sourire dehors, faire des choses extraordinaires. On me demande comment je vis. Je vis mal. Je ne vais pas vous mentir, je vis très 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 mal au fond de moi, parce que je n'ai pas de gens qui me comprennent. Ils ne savent pas que derrière ce sourire, il y a une douleur derrière. Ouais. Mais je vis avec. Je passe mon temps à prier. Si je pouvais, j'allais continuer ces séances de thérapie, mais je ne peux pas. Non seulement je n'ai pas ce temps, je ne peux pas d'ailleurs. Je ne peux même pas me le permettre. Ouais. Tu comprends? Donc, écoutez, quand certaines choses vous arrivent dans la vie, prenez le temps pour vous-même. Prenez le temps de prier beaucoup. Prenez le temps de voir un spécialiste. Ça aide. Parce que sinon, la dépression chronique, ça va rester et ça va vous affecter. Et moi, ça m'a beaucoup affecté, surtout ma relation avec mon aîné.
Parce que à cause de cette dépression, parfois j'éclate. Je pense que je l'ai entendu une fois dire, est-ce qu'elle n'est pas folle? Je ne suis pas folle, mais si j'avais géré cette dépression-là, je pense que j'aurais réagi avec un tempérament différemment, tu vois. Donc, je me dis que c'est une occasion pour moi d'appeler les gens et tes auditeurs et tous qui écouteront cela. Faisons-nous accompagner, faisons-nous aider. Je pense que ça peut faciliter la chose. Ce sera le mot de la fin. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, le plaisir est partagé. Allez, au revoir. À plus. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre conversation avec un autre invité. Au revoir. J'ai perdu les piliers de ta vie. Les piliers de ma vie, voilà, ma fondation. Tu vois, c'est mon père et ma mère, ils m'ont tout donné. Mon mari a achevé. Donc, c'est comme si j'étais perdue. C'est comme si, là, ça me va, voilà cette partie que je n'aime pas toucher. Quand je parle de ma mère, je ne passe pas sans ces émotions, je n'arrive pas à passer ça.